Donc, c'est extrêmement important parce que nous, on a quasiment une demande par jour à présent concernant le Portugal et la compréhension de la fin de ce régime. Le Premier ministre socialiste a informé la fin du régime, le président y est opposé. Faut quand même partir du principe qu'il y sera mis fin. Et donc, si vous voulez bénéficier d'un régime de faveur au Portugal, il vous faut impérativement partir avant le 31 décembre, puisqu'il y a une problématique de vote de la loi de finances. Alors, les spécialistes portugais vous expliquent que l'application de la loi pourrait être décalée éventuellement à la fin du premier trimestre 2024, mais prenons comme base les déclarations des hommes politiques qui parlent du 1er janvier 2024. Donc, si vous partez avant le 1er janvier 2024, vous pourrez demander à bénéficier du régime de faveur RNH qui a deux avantages particuliers. Il vous permet de bénéficier pendant 10 ans d'une exonération sur les revenus de sources étrangères, puis il vous permet, et ça c'est un côté spécifique aussi hyper important, dans le cadre de certaines activités, alors au début il parlait à haute valeur ajoutée, intellectuelle, mais on se rend compte qu'en pratique ça concerne quand même beaucoup, beaucoup d'activités, de bénéficier d'un taux d'impôt au Portugal plafonné à 20%. Il faut comprendre que dans le régime classique du régime fiscal portugais, on a une imposition qui est extrêmement élevée et un peu comme en Belgique, hein, c'est-à-dire au-dessus de 50 000 euros, 50% d'impôt. Ce que nous, on ne connaît pas en France. Donc, quand on veut aller vivre au Portugal, soit on est sur le régime RNH, soit c'est quand même très très compliqué fiscalement d'être résident fiscal parce qu'il y a une imposition très élevée. D'ailleurs, je pense qu'il va y avoir un contre-coup à cette décision. Maintenant, il faut savoir que ce qui compte, c'est la date de dépôt du dossier, puisque ça a même un caractère rétroactif. À partir du moment où le dossier est déposé avant le 31 décembre, vous pourrez bénéficier de ce mécanisme-là et pendant 10 ans. La spécificité de ce régime, c'est que on vous demande néanmoins de faire une déclaration d'impôt tous les ans. Et puis, ben, si les revenus de sources étrangères n'ont pas à être déclarés. Par contre, les revenus de sources portugaises ont à être déclarés éventuellement en demandant de bénéficier du taux de 20%. Ce qu'il faut rajouter aussi, et puis après je laisserai la parole à Olivier, puis aux questions pratiques, c'est que ce qui est extrêmement important, c'est de comprendre est-ce que ce régime est bénéfique pour vous? Est-ce que vous avez intérêt à l'utiliser? Est-ce que vous pouvez l'utiliser? Cas typique des consultations qu'on avait fait au cours de ces dernières semaines, des Français qui pensaient aller vivre au Portugal en 2024 ou 2025, qui donc vont y aller plus rapidement et qui posent la question de savoir, mais je suis salarié d'une société française, il m'autorise à faire du télétravail, et donc est-ce que je peux devenir résident fiscal portugais? Je leur dis tout à fait, il n'y a pas d'incompatibilité entre le fait d'être résident fiscal portugais et de continuer à être salarié français à partir du moment où vous travaillez du Portugal. Ça, c'est typiquement le cas. Sur les revenus de sources étrangères, il faut bien se rappeler que l'exonération était totale jusqu'en 2020, et puis déjà le Premier ministre socialiste avait changé la loi concernant les retraités en créant une imposition d'un montant de 10%. Donc, aujourd'hui, soit vous êtes retraité et vous allez en bénéficier avec un taux de 10%, soit vous n'êtes pas retraité sur les revenus de sources étrangères. Normalement, vous n'aurez pas d'imposition en France, pardon, au Portugal, avec une exception. Il faut faire attention à ce qu'on appelle la double exonération. Donc, il faut vérifier que vous ayez au moins payé des impôts dans un des pays où vous allez avoir une source de revenus. Donc ça, il n'y a qu'un fiscaliste qui peut vous le dire. On est dans des cas plutôt très particuliers des personnes qui travaillent à l'international. Maintenant, si vous avez des revenus de source française aujourd'hui,
ils continueront à être imposables si ce ne sont pas des retraites. Je parle notamment du BIC, du BNC, euh, plein du revenu foncier, par exemple, qui continueront à être imposables en France et non imposables au Portugal. Autre élément que je voudrais préciser, le Portugal est aussi une destination intéressante et là, c'est totalement indépendant du régime RNH au regard des droits de transmission puisqu'il bénéficie d'une fiscalité, on va dire, privilégiée par rapport à la France, puisque lorsque les personnes sont, on va dire, les bénéficiaires de succession de donations résident au Portugal, on va très facilement rentrer dans des mécanismes où il n'y aura pas du tout d'imposition. Bien évidemment, si un enfant réside en France et le parent au Portugal, on aura des droits de succession ou donation qui pourront être dus en fonction des caractéristiques des biens donnés en France. Donc voilà, ce qui est très important de comprendre, la modification de ce régime n'a pas d'impact pour les personnes qui sont déjà parties. Et pour ceux qui souhaitent partir, il faut, au regard de la connaissance qu'on a aujourd'hui de ce projet, partir avant le 31 décembre. Et donc, il faudra faire des formalités aussi bien au Portugal qu'en France et notamment informer l'administration fiscale. Donc là, j'ai vu une question apparaître. Effectivement, si vous êtes parti il y a 1 an, 2 ans et vous bénéficiez déjà de ce régime RNH, il n'est pas question, dans l'esprit du législateur portugais, de remettre en cause ce bénéfice. D'ailleurs, ça serait compliqué parce que en fiscalité, les règles sont très rarement rétroactives et ça poserait un problème même si on n'est pas en France, mais Portugal est un État avec des règles de droit, de constitutionnalité de la loi, regarde la rétroactivité. La rétroactivité, ça peut pas fonctionner lorsqu'on a un droit qui existe pendant 10 ans. Donc voilà, vraiment, ça joue pour l'avenir à compter du 1er janvier 2024, peut-être un peu plus tard, mais c'est toujours compliqué parce que il faut attendre le vote de la loi qui interviendra, on va dire, d'ici à la fin de l'année. Voilà sur ce que moi j'avais à dire. Ce que je propose, peut-être Olivier, tu vas compléter pardon, sur la partie patrimoniale et sur d'autres aspects. Et puis après, peut-être on prendra différentes questions qui apparaîtront. J'ai répondu à une question parce que je l'ai vu apparaître. Voilà, je te donne la parole, Olivier. Bien. Donc, pour compléter, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui assistent régulièrement à nos webinaires. Donc, ça va peut-être être un peu redite, mais bon, la redite ne fait jamais de mal. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions plus spécifiques. Donc, l'idée, c'est si vous décidez de partir au Portugal, bah, c'est de se poser un certain nombre de questions sur l'organisation de votre patrimoine pour être d'abord pour l'organiser efficacement dans l'absolu et ensuite pour être sûr de pouvoir bénéficier des avantages fiscaux du régime RNH. Donc, les questions qu'on se pose, généralement, elles sont de deux ordres. Elles sont, un, qu'est-ce qu'on fait de son patrimoine immobilier? Et deux, est-ce que je garde mes placements en France ou est-ce que finalement, je transfère tous mes comptes au Portugal ou ailleurs? Donc, je vais essayer de vous donner des clés de réflexion par rapport à ça. Donc, d'abord, en ce qui concerne l'immobilier, donc, par rapport à la convention fiscale avec le Portugal, souvent, on conseille de ne pas conserver de pied-à-terre en France. Donc ça, c'est un premier aspect. Donc, se pose la question de garder sa résidence principale, de la mettre en location ou autre. Ce qui est sûr, c'est que quand vous expatriez, en France, quand on vend sa résidence principale, on a une exonération d'impôt sur la plus-value matérialisée lors de la vente de cette cession. Et si vous partez au Portugal, vous pourrez toujours bénéficier de cette exonération pendant les 1 an qui suivent votre départ, mais pas au-delà. Donc, c'est un sujet, en tout cas, qui est à réfléchir relativement en amont. Ensuite, il faut se souvenir que les biens immobiliers que vous allez conserver en France sur l'impôt sur la fortune immobilière, comme sur les loyers que vous allez percevoir, vont continuer d'être imposés en France.
Dans la plupart des cas, ce sera quand même une imposition légèrement inférieure à ce que vous connaissez aujourd'hui, mais vous échappez pas à l'impôt français. Donc moi, l'angle de réflexion pour moi qu'il faut avoir sur l'immobilier, c'est vraiment la rentabilité nette des biens que vous avez après tout impôt. Et c'est de se dire finalement, est-ce que pour se développer un patrimoine, l'immobilier, c'est très efficace parce qu'on peut faire appel à l'effet de levier du crédit. Une fois qu'on l'a, on est quand même dans une période où l'immobilier est cher, où la fiscalité est assez lourde, tant sur la détention que sur les rendements. Donc, on peut se poser la question de est-ce que conserver cet immobilier correspond bien à mes objectifs patrimoniaux en termes de revenus complémentaires, en termes de développement patrimonial et en termes de transmission future. Voilà, donc pour moi, il y a une réflexion à mener sur la rentabilité de ces biens, au-delà du fait de considérer qu'il faut les garder ou pas parce qu'on s'expatrie. En ce qui concerne les placements financiers qu'on détient, quand on part au Portugal, on peut potentiellement conserver tous ces placements en France. Il n'y a rien qui vous en empêche. Les seuls types de livrets que vous allez être obligé de clôturer, c'est les livrets d'épargne populaire, les livrets de développement durable, donc c'est assez minoritaire. Il y a des placements qui deviennent inefficaces sur le papier, comme le PEA, parce que quand vous devenez résident fiscal portugais, bah, vous avez une exonération d'impôt sur la plus-value en France sur le PEA, mais de fait, théoriquement, vous êtes taxé sur la plus-value au Portugal. Et par contre, on peut conserver tous les autres types de placements. Après, l'idée, quand on s'expatrie, c'est d'essayer de couper les liens qu'on peut avoir avec la France, tant du point de vue de ses revenus que du point de vue de son patrimoine. Donc, par rapport à ça, il y a une enveloppe qui est particulièrement adaptée dans le cadre de l'expatriation, c'est le contrat d'assurance vie de droit luxembourgeois. C'est un contrat d'assurance vie qui fonctionne sur le principe, sur la même manière que les contrats d'assurance vie que vous pouvez détenir en France. Donc, c'est simplement une enveloppe de placement au sein de laquelle on place une somme d'argent qui reste disponible quand on veut. On peut faire des retraits, des versements quand on veut. Et tant que les sommes restent investies au sein de l'enveloppe, il n'y a aucune fiscalité qui s'applique. Il n'y a une fiscalité qu'au moment où on fait un retrait. Et quand on fait un retrait, on est imposé uniquement sur son gain. Donc, on n'est jamais fiscalisé sur le capital qu'on investit, on est fiscalisé sur la plus-value qu'on dégage quand on fait un retrait et avec une fiscalité qui est dégressive avec le temps. Dans le cadre du contrat luxembourgeois, l'avantage, c'est que c'est un contrat international qui fait que la fiscalité qui va s'appliquer à votre retrait dépend du pays dans lequel vous vous situez. Donc, si vous habitez au Portugal au moment du retrait, c'est la fiscalité portugaise qui s'applique. Si vous habitez en France, si vous êtes résident fiscal français, c'est la fiscalité française. Et demain, si vous partez aux États-Unis, ce sera la fiscalité américaine. Donc, c'est une enveloppe qui est hyper flexible, qui ne vous condamne pas à être définitivement rattaché à la fiscalité française. Et il se trouve que l'assurance vie au Portugal bénéficie d'un régime fiscal qui est particulièrement attractif, puisque sous certaines conditions, la principale, c'est que les montants qui a été, que quand vous prenez la valeur du contrat, 50% de la valeur du contrat a été versée dans la première durée de vie de l'enveloppe de placement. Sous certaines conditions, mais qui sont assez simples à résoudre, on a une fiscalité très favorable sur les retraits au Portugal après 8 ans. C'est une fiscalité qui est comprise entre 11 et 13% sur le gain en fonction que vous soyez imposé à la taxe sur les hauts revenus ou pas. Et donc, en fait, c'est plus faible, quasiment plus faible qu'en France. C'est équivalent plus faible qu'en France. Et cette fiscalité, elle ne dépend pas d'un régime de faveur RNH ou pas, elle dépend vraiment du cadre de l'assurance vie. Et donc, comme on l'a dit, le régime RNH, il dure 10 ans, mais après 10 ans, on retombe dans la fiscalité classique du Portugal qui est assez lourde. Et donc, finalement, avoir son patrimoine logé dans cette enveloppe avec une fiscalité définie qui est favorable, ça écarte un peu tous les problèmes de fiscalité lourde qu'on peut avoir par la suite. Par ailleurs, l'assurance vie, ça a des avantages en matière de transmission. Donc, comme on l'a dit, il n'y a aucun droit de succession au Portugal.
très faible, voilà, c'est marginal. Mais néanmoins, si vous résidez au Portugal, mais que vos ayants droit, vos enfants sont en France, par exemple, bah, vos enfants seront quand même soumis aux droits de succession en France. Et du point de vue de la France, le fait que les sommes soient placées dans un contrat d'assurance vie et transmises via l'assurance vie vous fait bénéficier d'exonérations assez fortes sur les droits de succession. Donc concrètement, on peut transmettre jusqu'à un peu plus de 152 000 euros par bénéficiaire en franchise de droits de succession. Après, on est taxé avec un plafond à 20% jusqu'à environ 900 000 euros. Et puis au-delà de 900 000 euros, aujourd'hui, c'est plafonné à peu près 31% quand on transmet des sommes via l'assurance vie, alors que quand c'est hors assurance vie, bah, on monte assez vite dans des tranches assez fortes. Donc, le contrat d'assurance vie luxembourgeois, pour moi, ça a plein d'avantages. Un, votre argent n'est plus situé en France, il est situé au Luxembourg. Donc, on regarde des conventions fiscales. Il est plus aisé de justifier une résidence fiscale en cas de débat. Deux, la fiscalité au Portugal, elle est très avantageuse sur les rachats. C'est quasiment la fiscalité la plus avantageuse sur les plus-values. Trois, ça permet quand même de garder une enveloppe qui préserve vos héritiers des droits de succession si jamais il s'avérait que eux étaient en France au moment de votre décès. Donc d'un point de vue organisation patrimoniale, ça a pas mal d'avantages. Ensuite, d'un point de vue gestion financière, eh bien, c'est aussi une enveloppe qui est très intéressante et très performante. Donc d'abord, c'est le Portugal, c'est la place financière la plus sécurisée en Europe. Il y a un système de triangle de sécurité, on ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui, qui fait que là, Excuse-moi, Olivier, tu veux dire ouais, le bien sûr. Luxembourg. Tu as dit le Portugal. Pardon, oui, le Luxembourg. Luxembourg, c'est la place la plus sécurisée en Europe. Donc, il y a un système qui fait que votre argent est séparé des comptes de l'assureur et qui fait que dans un scénario économique catastrophe où les assureurs viendraient à faire faillite, votre argent est tout de même protégé avec des garanties qui sont données par une organisation étatique très forte. Donc, c'est la place la plus sûre et c'est aussi un des outils de placement les plus flexibles. Donc, au sein d'un contrat d'assurance luxembourgeois, on peut vraiment faire ce qu'on veut comme placement. Donc, l'idée, quand on va placer un capital, on va regarder les horizons de placement qu'on a, on va regarder sur le capital qu'on a, combien on peut placer à un horizon de 3 ans, combien on peut placer à 5 ans, combien on peut placer à plus long terme. Et on va regarder votre appétence pour le risque, le niveau de volatilité que vous pouvez tolérer, le niveau de perte maximale que vous êtes susceptible d'accepter dans un scénario catastrophe par rapport à votre situation et puis simplement à votre philosophie. Et en fonction de ça, on va pouvoir faire une allocation sur plein de classes d'actifs. Donc, on va pouvoir investir en actions, en obligations, sur des fonds de capital investissement. Et l'idée, c'est que dans un contrat luxembourgeois, on a accès à n'importe quelle solution. Donc, on peut détenir des titres en direct, on peut confier un mandat de gestion à des banques de renom comme Lazard, Rothschild, à des sociétés de gestion indépendantes qui sont spécialisées dans telle ou telle thématique. Et on peut avoir accès aussi aux meilleurs fonds de private equity mondiaux. Donc pour moi, c'est vraiment une solution de placement qui est à considérer dans le cas d'une expatriation et qui répond à pas mal de critères. Le dernier mot que je voulais dire, c'est que quand vous allez vous expatrier, vous allez forcément avoir un projet d'achat immobilier. Pas forcément, mais bon, il y a des chances que vous ayez un projet d'achat immobilier au Portugal et que quand on veut investir au Portugal, c'est bien de se poser la question du financement depuis la France parce que emprunter au Portugal, souvent on emprunte à taux variable, on doit faire un apport qui est assez conséquent, souvent c'est 50% du prix du bien qu'on va acheter. En France, on a des taux fixes, on a des durées d'emprunt longues, parfois jusqu'à 25 ans, et puis on a des apports plus faibles. Et il y a des filiales françaises de banques portugaises qui permettent d'obtenir des prêts pour l'achat d'un bien au Portugal, que ce soit une future résidence principale ou que ce soit un investissement locatif, à des conditions similaires à ce que vous auriez si vous achetiez un bien en France. Donc, c'est pas mal de considérer ces questions avant de partir. Donc, voilà ce que je voulais dire rapidement. On peut passer aux questions ou, Georges, si tu as des choses à rajouter. Alors, ouais, j'ai quelques points à rajouter. D'abord, concernant les revenus fonciers, il y a une spécificité quand même avec le Portugal, puisque le Portugal fait partie de l'Europe. Et donc, le principe, c'est qu'on a une imposition dès le premier euro à 20% et normalement des contributions sociales de 17,2. Si vous prouvez
que vous dépendez d'un régime de sécurité sociale au Portugal et que vous cotisez, vous serez dispensé 17,2. Mais ce n'est pas automatique. Donc, moi, je vois souvent des clients qui reviennent et qui me disent, ah oui, mais je suis encore salarié en France. Et bah oui, mais si vous êtes encore salarié en France, la France a le droit de vous demander des cotisations sociales et donc les 17,2. Donc, faut faire très attention au respect des règles. Ça, c'était juste un petit point par rapport à ce qui a été vu. Ce que je voudrais reprendre, c'est notamment par rapport aux questions qui ont été posées et l'application de la règle par rapport au changement au 31 décembre. Ce qui importe, c'est premièrement le transfert de résidence fiscale. Le transfert de résidence fiscale doit obligatoirement être réalisé avant le 31 décembre. Ce qui implique que l'on ait informé la France de son départ et le Portugal de son arrivée. Alors, quand on regarde les textes français en matière de départ, souvent, on vous fait référence, et l'administration ne manque pas, nous, de nous répondre en nous disant, mais on le validera dans le cadre de votre déclaration d'impôt au titre de l'année de départ de France. Oui, mais parce qu'un fiscaliste, c'est quelqu'un qui est très précis et qu'on pense toujours au côté contentieux des choses, il faut acter, alors nous on l'acte un départ de France notamment par un courrier recommandé qu'on envoie nous au centre des impôts des non-résidents et au centre des impôts du centre dont dépendait la personne. Et puis, donc ça c'est la première chose à faire, impérative. La notion de déménagement n'existe pas. Ça veut dire que j'ai la question de Diane qui dit quand vous déménagez avant, c'est trouver une adresse au Portugal et faire le changement. Déménagement, j'ai pas besoin qu'on me prenne les meubles et qu'on me les amène au Portugal. La notion de résidence fiscale est quand même une notion beaucoup plus fine que le simple déménagement. Donc, effectivement, il faut une adresse au Portugal. Ça ne veut pas dire que ce soit une adresse définitive. Il nous est arrivé, nous, dans des transferts dans d'autres pays, que nos clients arrivent et passent un mois en Airbnb ou à l'hôtel. Bah, on met l'adresse de l'hôtel ou du Airbnb, hein. Ce qui est vrai à un moment T du départ de France et à l'arrivée au Portugal peut être modifié une semaine, 15 jours, 2 mois après. Donc, ce qu'il faut par contre, c'est effectivement acter un transfert de résidence fiscale. Donc, ça se fait au niveau des impôts. Et puis, qui dit option pour le régime RNH dit aussi donc de déposer un dossier par l'intermédiaire d'un avocat. Nous, on le voit plutôt par l'intermédiaire d'avocats portugais. Je suis pas sûr que les experts comptables portugais fassent ça, mais bon, peut-être, hein. Où on va acter une date de dépôt du dossier. Il faut donc que le transfert de résidence et la date du dépôt soient antérieurs au 31 décembre 2023. Voilà sur ce point-là. Alors, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions ou si, Olivier, tu as d'autres choses à rajouter à ce niveau-là. Non. Ça me paraît clair. Il n'y Je a pas reviens. d'autres questions, Georges. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser avant qu'on clôture la Je pense qu'on session? a vu les aspects principaux, c'est-à-dire que lorsqu'on bénéficie de ce régime, on le conserve. Et pour l'instant, il n'est pas du tout question de le supprimer rétroactivement, ce qui serait juridiquement très compliqué. Et donc, ce qui est impératif, c'est de partir avant le 31 décembre. Alors, la préconisation que je fais, moi, aux clients qu'on rencontre à l'heure actuelle, c'est n'attendez pas le 31 décembre pour partir. Si vous devez partir et acter, faites-le, on va dire, aux alentours du 15 décembre pour qu'il n'y ait pas de complications de date, de jours fériés, de fermeture d'administration et pour que les dossiers soient bien déposés en temps et en heure.